Bonsoir, bienvenue à la troisième et dernière rencontre du cycle L'écriture spatiale du musée et de son exposition. Merci au public qui est ici présent et qui nous accompagne en ligne et à nos invités. Les cycles des rencontres muséaux, l'écriture spatiale du musée et de son exposition s'achèvent ce soir. Derrière ce cycle se trouvent ma collègue Viviana Gobato et moi-même, Anna Léal, qui avons voulu explorer le musée en tant que contenu et contenant, en portant une attention particulière à des éléments et des acteurs qui contribuent à la construction de l'écriture de l'espace d'exposition à chaque rencontre. Donc, la première rencontre autour de l'architecture, du métier d'architecte, d'une histoire de l'architecture muséale. La deuxième rencontre autour du métier du scénographe, de la scénographie et aujourd'hui les dispositifs sensoriels. Ce micro-regard, entre guillemets, nous permet d'aller vers une macro-histoire sur l'espace muséal en tant qu'espace scénique, un espace où se mobilisent différents agents humains, matériels, qui font appel les uns aux autres. Et cette approche dévoile donc les réseaux entre ces différents maillons et les échanges qui s'y constituent entre eux ou bien encore d'autres éléments. Et finalement, l'espace qui fonctionne comme un agent capable de participer aux propos scientifiques et qui porte une influence sur l'expérience du visiteur et sur la relation du corps du visiteur à l'espace. Ce soir, la réflexion est donc tournée vers les dispositifs sensoriels. Éclairage, dispositifs immersifs, ce sont nombreux les éléments qui peuvent interpeller les sens au musée et dans une exposition. Comment ces éléments interviennent-ils dans la médiation entre l'espace expositif et les visiteurs? Eh bien, c'est une parmi d'autres questions auxquelles nos invités vont pouvoir nous répondre. Et donc, pour cette troisième rencontre, nous accueillons Stéphanie Daniel, qui nous accompagne en ligne, Hervé Boutet et ma collègue et co-commissaire Viviana Gobato. Stéphanie Daniel, de l'agence Stéphanie Daniel, vous êtes conceptrice lumière, spécialisée dans l'éclairage du spectacle vivant, opéra, danse, théâtre et muséographique. À la sortie de l'école du Théâtre national de Strasbourg, de laquelle vous êtes diplômée, vous faites la conception lumière du spectacle vivant et vous collaborez avec nombreux metteurs en scène du monde théâtral et lyrique. Et votre agence allie, et là je cite, la technologie, son expérience et la création afin de produire des études qui répondent à toutes les exigences esthétiques et techniques, mais également de protection et de conservation des œuvres. Hervé Boutet, vous êtes architecte d'intérieur et designer et vous êtes associé de la société d'architecture Projective que vous avez cofondée. Dans vos projets, vous vous intéressez à l'expérience et à l'invention de l'espace dans sa relation avec le corps. Et un de vos projets le plus récent est l'exposition L'Odyssée sensorielle au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Une exposition dont vous êtes co-auteur et où vous avez conçu une installation immersive et interactive qui, au long du parcours, fait appel aux sens. Donc, l'odorat, lui, la vue. Et Viviana Gobato, tu es doctorante en muséologie et chargée d'enseignement à l'Université Sorbonne Nouvelle, département de médiation culturelle, arts et médias, département où avant tu t'es formée en muséologie et médiation culturelle. Et actuellement, tu prépares une thèse sur l'éclairage des musées d'art, entendu comme un langage et un dispositif vecteur de médiation. Merci à vous trois. Donc, sans plus, je vous donne la parole, Madame Daniel. Merci. Donc, Stéphanie Daniel, conceptrice lumière. Je tiens à remercier Viviana Gobato de m'avoir invitée aujourd'hui autour de ces dispositifs sensoriels. Et je suis très touchée que l'éclairage soit pris en compte avec cette grande importance. Donc voilà, donc moi je suis donc conceptrice lumière. Comme vous l'avez dit, j'étais formée au Théâtre national de Strasbourg. Donc j'ai toujours fait mon sens, c'est vraiment la dramaturgie. Pourquoi on éclaire,
pourquoi dire, enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et j'aborde tous mes projets, que ce soit scénographique ou théâtral, avec cette même volonté du sens et pourquoi on éclaire quelque chose plutôt que rien, comme disait Kepler. Donc là, je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience et mon projet sur la Grande Galerie de l'Évolution, ou de la GGE, et où j'ai refait complètement tout l'éclairage et tout le show, lumière et son en 2014. Donc, c'était pour les 20 ans de la Grande Galerie de l'Évolution. Donc, c'est un petit historique. La galerie a été ouverte en 1972. Ça s'appelait la Galerie de la Zoologie. Ça a été fermé en 65. Et après, en 94, ils ont voulu redonner goût à cette grande galerie. Et il y a eu un projet qui a métamorphosé complètement, qui a été initié par l'architecte Paul Chemetov et Borja Odobro, associé avec le réalisateur René Alliot et éclairé par le chef opérateur André Dio. Et vraiment, à l'époque, c'était assez révolutionnaire puisque c'était la première fois que les spécimens étaient présentés hors vitrine et avec un show en lumière et en son. Et voilà, donc c'était un cycle nictéméral. Donc, en 2013, il y a eu un appel d'offres parce qu'ils voulaient redonner vie à cette galerie qui avait été un petit peu endommagée puisque à l'époque, c'était vraiment des projecteurs de théâtre et donc qui n'étaient pas du tout adaptés aux grandes longueurs de vie. C'était pas 10 heures par jour, c'était pas ça. C'était assez. Ils devaient changer les lampes tout le temps. Il y avait énormément de puissance. Bon, ça n'allait pas du tout. Donc, ils ont voulu réaménager un peu ce truc. Et donc, il y a eu un appel d'offres. Et ça, c'est un extrait du cahier des charges où vraiment c'était clairement dit qu'ils voulaient retrouver ce cycle nictéméral, la nuit, le lever, le jour, l'orage, le jour et le coucher. Et ils voulaient absolument qu'on ait cette sensation de jour qui passe, mais sans vraiment perturber le public. Voilà, et souhaite conserver le musée national souhaite conserver le concept de ce cycle, mais le titulaire pourra néanmoins proposer ces variantes. Il y avait 6 éclairages particuliers. Donc, voilà, il y a vraiment une volonté d'éclairer ces 6 espaces d'une façon très particulière, tout en préservant quand même les spécimens qui sont quand même assez fragiles. Donc, et ce qui était important, c'est qu'ils ont insisté sur l'ambiance lumière et légère, localisée sur chacun des univers, non perturbante pour les visiteurs. Donc, ça, c'est un petit peu une image de la configuration pour ceux qui ne connaissent pas le lieu. Donc, on a le désert, l'arbre avec la forêt tropicale, la grande savane, les pôles. Ça, c'est vraiment les espaces où il y a les spécimens. Et en plus de ça, côté un petit peu la petite cerise sur le gâteau, nous avons la nef ou le ciel et la paroi active qui étaient déjà équipés, eux, d'éclairage. Donc, là, le cahier des charges me demandait de rééclairer tous les spécimens, alors que la nef et les parois actives étaient déjà, eux, équipés de projecteurs. Et donc, ça, on a juste fait la programmation, mais on n'a pas rééquipé en projecteur. Donc, ça, c'est un petit peu, voilà, je vous montre un petit peu les images de ce qui était avant, les pôles, la paroi active, le désert, la nef, la forêt tropicale, la savane et les univers marins qui étaient au sous-sol. Là, j'ai très peu eu à faire puisque c'était déjà équipé. Donc, ça, c'était pour un peu vous présenter les espaces. Donc, ma note d'intention dès le concours était vraiment une envie voilà, que ça soit de mettre en mouvement les spécimens, de proposer un projet d'1h15 pour que justement on puisse faire des variations de lumière sans que ça soit trop visible, mais quand même que ce soit pas trop long pour que les gens, parce qu'on s'était rendu compte que la durée de visite, c'était à peu près 1h15, 1h30 des visiteurs. Donc, voilà, on voulait que les gens voient les changements de lumière, mais ne soient pas perturbés dans la visibilité des spécimens. Donc, ce qui nous importait, c'était de raconter le temps en créant des ambiances sensibles et pas naturalistes du tout. Voilà, donc, c'était la volonté, c'était que la lumière permette au visiteur d'accompagner agréablement sa visite tout au long du parcours. Voilà, et c'était plutôt une source. On voulait que ça soit un petit peu source d'émotion et pas simplement naturaliste. Voilà, donc ça, c'était le cahier de notre intention.
Techniquement, maintenant, on avait les lanterneaux, enfin ce qu'on appelait les lanterneaux, c'était au-dessus. Donc, il y avait, voilà, c'était le seul endroit où on pouvait équiper les projecteurs. Donc, on a fait des recherches sur du matériel qui était efficient, hein, qui était, voilà. Donc, ça, c'est vu des lanterneaux. Donc, vous voyez un peu la distance. Donc, il fallait des projecteurs assez puissants pour pouvoir éclairer. Voilà, donc, on a cherché du matériel. Évidemment, on s'est rabattu sur la LED. Hein, de nos jours, maintenant, on ne peut plus vraiment faire autrement. Et on a considérablement donc diminué la consommation d'énergie via la LED. Donc là, ce sont quelques coupes qu'on a réalisées pour déjà travailler un peu. Donc, on a travaillé sur plan, hein, on a travaillé sur blanc pour voir un peu les axes, les angles, comment ça allait rendre. Et donc, ça, c'est toutes les études qu'on a faites au préalable. Ça, c'est le plan, effectivement, c'est le plan de la Grande Galerie. On revoit le désert, la savane, la forêt tropicale et les pôles. On voit aussi tous les lanterneaux, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, on les a numérotés pour pouvoir les repérer. Et par lanterneau, on ne pouvait mettre que 3 projecteurs maximum. Donc voilà, donc ça a été déjà une première étape où j'ai un petit peu regardé comment on pouvait éclairer tous ces spécimens. Donc le choix s'est fait sur des projecteurs. Enfin, il y a plusieurs types de projecteurs. Il y a des projecteurs qui pouvaient faire blanc chaud, blanc froid pour justement avoir toute cette notion du matin jusqu'au soir, enfin, pouvoir varier sur les températures de couleur, hein, du chaud jusqu'au froid sur les spécimens, et parce qu'on ne voulait pas que ce soit de la couleur trop prononcée. Hein. C'était vraiment, il fallait quand même préserver, toujours pareil, hein, pour que le visiteur ne soit pas perturbé par des couleurs trop Walt Disney. Hein, ça, c'était pas du tout la volonté. Et par contre, pour tout ce qui est pôle, pour les pôles, là, il n'y avait qu'une seule sorte de température de couleur, parce qu'on sait très bien que dans les pôles, bon, ben voilà, il n'y avait pas beaucoup de variations sur les 1h15 de chaud, il n'y avait pratiquement pas de variation, parce que la temporalité n'est pas la même, puisque dans les pôles, il y a des mois entiers où il y a la même lumière. Donc, c'était vraiment une lumière bleue. Donc là, nous avons fait ça, c'est un petit peu un plan pour montrer quel projecteur éclairait quoi. Déjà, ça c'était plus pour moi, pour savoir s'il y avait suffisamment de projecteurs, suffisamment d'endroits qui étaient éclairés. Et avec l'idée qu'il y ait des variations de mouvement et qu'on puisse, comme au théâtre après, avec un jeu d'orgue, et puis qu'on puisse faire des variations, hein, pour respecter cette volonté de cycle du matin jusqu'au soir. Donc, le matin, c'était plutôt rosé. Après, on a joué sur des variations de couleurs, justement pour qu'à la fin, il y ait une nuit plutôt bleue. Voilà. Donc, ici, c'est tous les groupes de projecteurs avec qui fait quoi. Hein. C'était un peu… voilà. Donc, j'avais vraiment répertorié par usage. Et les variations de la caravane, du désert et des arbres, de l'arbre ou des pôles, étaient vraiment très différentes. On a vraiment des temporalités très différentes suivant les univers. Là, c'est un dessin de la paroi active. Hein, vous avez vu cette grande paroi qui était déjà équipée en éclairage. Donc, j'ai répertorié tous les numéros de circuit, des luminaires, pour pouvoir les appeler après les autres et faire comme une sorte de paroi où on a pu faire des choses très différentes, des couleurs. On a même fait à un moment donné un soleil. Voilà, donc ça passe du bleu et cette paroi active est vraiment, c'est celle qui est plus imagée et plus, on a vraiment joué sur la couleur, sur des choses un peu plus radicales, alors que sur la caravane, c'était quand même assez mitigé, assez doux pour ne pas perturber justement les visiteurs. Donc ça, c'est des petits dessins qu'on a fait en préparation pour donner plein d'idées sur ce qu'on pouvait faire avec cette paroi active, avec tous ces projecteurs qui étaient dans des cases. Hein. Donc voilà. Là, ça c'est toujours dans les études, on a fait un petit synopsis avec des extraits de synopsis pour dire, voilà, à telle minute, il se passera ça.
à telle minute, il se passera ça. Donc, voilà. Donc, c'était un petit peu une suite d'effets, comme au spectacle vivant, comme dans un théâtre, avec des numéros d'état lumineux pour variation, avec un orage en plein milieu qui ne dure pas très longtemps, mais voilà, qui est quand même... et c'est assez étonnant de voir que les visiteurs sont à des moments, quand ils vivent cet orage, sont assez ressentent quelque chose de différent. Et ça, c'était vraiment la volonté de toucher le visiteur sans le perturber. Vraiment, ça a été toujours. Donc, ça, c'est quelques exemples après du résultat. Donc, vous voyez, les pôles, c'est quand même très froid, très blanc. Le désert, on a essayé de travailler, même s'il y avait plusieurs projecteurs, on a vraiment essayé d'avoir toujours une ombre unique pour donner la sensation du soleil qui était présent. L'éclairage de la nef, ça, c'était des projecteurs qui étaient existants, donc on a dû faire avec. Et à un moment donné, il y a eu un arc-en-ciel. Voilà, on s'est amusé à faire un arc-en-ciel. Donc, les gens le voient ou ne le voient pas. Enfin, c'était ça. Je ne sais pas exactement ce qu'ils voient ou ce qu'ils ne voient pas, mais voilà, c'était plus pour évoquer pour la paroi active, la forêt, le milieu tropical, le milieu marin. Ça, c'est plusieurs états de la savane. Voilà, et comme le public est très proche des animaux, donc tous ces changements de lumière assez lents et assez doux permettent de changer un peu les variations et de découvrir un peu et de voir des pelages un peu différemment. On a vraiment essayé aussi de faire des mouvements de lumière sur cette caravane pour lui donner un petit peu de mouvement, un petit peu de vie. Et voilà, donc elle a un petit peu des chiffres. À l'ouverture, il y avait 287 projecteurs pour 400 kilowatts de puissance. Et là, 20 ans après, on a réussi avec la technologie et la nouvelle technologie. On a un petit peu réduit un projecteur, mais surtout on a réduit en puissance. Et donc, ce qui fait que ça fait depuis 2014 que ça joue. Et je suis intervenue uniquement 2 fois pour un peu régler ou voilà. Mais les techniciens ne changent absolument pas des ampoules ni rien que ce soit. Donc, ça, c'est quand même un gain de rentabilité et surtout de moins de travail et surtout que ça reste comme c'était en 2014. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de dérèglement ou de problème à ce niveau-là. Donc voilà, oui. Et puis oui, j'avais oublié, il y a 4 projecteurs qui sont motorisés, donc qui balayent spécimen par spécimen pour justement qu'à des moments, le public puisse, même si ce n'est pas très visible, mettre un peu un focus sur chaque spécimen le temps de leur visite, quoi. Donc, voilà un petit peu le gros de ce projet qui a été passionnant à réaliser. Et la particularité, c'est que ça a été, comme le musée n'a pas fermé, si on a fermé 3 jours pour installer et régler les projecteurs, les régler un par un, comme dans un spectacle vivant. On a vraiment chaque projecteur avec son numéro, vous avez vu. Et puis après, les réglages, on les a fait les mardis, jour de fermeture. Et les petits réajustements, on a pu les faire avec le public, justement pour voir un peu les réactions en direct et voir. Donc, le spectacle, le show dure 1h15 et il est relancé automatiquement toutes les 1h15, il est relancé automatiquement. Donc, les gens arrivent, suivant à quel moment, suivant le moment où ils arrivent dans le show, donc ils arrivent le matin ou le soir ou l'après-midi. Et pendant 1h15, ça se joue comme ça. Voilà, si vous avez des questions. Merci Stéphanie Daniel. On va peut-être, si le public souhaite poser des questions, que ce soit ici dans la salle ou en ligne, on pourra à la fin des 3 interventions
avoir un moment de discussion. Si vous voulez, si vous voulez terminer, c'est bon pour vous? C'est bon. Très bien, ça marche. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation sur l'éclairage de la grande galerie de l'évolution au muséum. Et c'est un très beau passage justement pour donner la parole à Hervé Boutet, qui va nous faire donc, sa présentation. Vous pourrez faire défiler en même temps que mon écran, en fait. Donc, je suis Hervé Boutet, je suis un des associés de Projectile, qui est une société d'architecture et de muséographie. En fait, depuis 2005, on a créé cette société. On a traité à peu près 200 projets, mais qui vont aussi bien de l'urbain jusqu'au design. Et on va considérer qu'à peu près la moitié de nos projets sont à destination du milieu culturel. Dans ce cadre, dans le cadre de notre activité, du coup, on a été amené à développer beaucoup d'éléments, beaucoup de dispositifs. Et je vais vous présenter succinctement plusieurs projets qui permettront de vous montrer comment on adapte ces dispositifs. En fait, on crée des dispositifs en fonction d'un contexte. En 2005, on a fait l'exposition à la Cité des Sciences qui s'appelle Changer d'air, qui était tirée d'un ouvrage de Thierry Casazian qui s'appelait Il y aura l'âge des choses légères. Et l'objectif émotionnel, nous, chez Projecté, c'était d'essayer de créer un état dans lequel le visiteur allait être. Et on a inventé un terme chez nous qu'on appelle les paysages intérieurs. Nous sommes architectes, et donc du coup, on a créé des paysages intérieurs dans lesquels on fait rentrer le visiteur en émotion. Et là, typiquement, à la Cité des Sciences, une grosse machine, on rentrait par un couloir sur lequel le volume, la lumière venait créer une sensation d'écrasement. C'était le poids de l'histoire, c'était le poids de la pollution. Et l'idée, c'était on accompagnait le visiteur pour le mettre en condition, pour découvrir une salle beaucoup plus ouverte et sur laquelle le sol venait se plier pour présenter des dispositifs. Et pour présenter le contenu et les dispositifs. Nous, ce qui nous intéressait dans cette thématique-là, où l'objectif était de comment mieux concevoir pour mieux consommer demain, en 2005, hein, c'est un sujet qui est crucial d'actualité. Ce qui nous apportait, nous, en tant que concepteurs, c'était ramener de la matérialité. Donc, on a proposé, dans ce paysage qu'on a créé, parmi les éléments de contenu, de créer ce qu'on voit au fond, ce grand mur de matériaux qui permettait aux visiteurs de toucher et de s'approprier de la matière. Puisque, en fonction de la matière, eh ben, on crée différemment en fonction des éléments qui nous sont sous la main. Autre expérience, à la Cité de la Musique, d'ailleurs en 2009, l'exposition We Want Miles, exposer le son, exposer le jazz. Miles Davis avait un univers qui était très urbain et il s'inspirait de cet univers pour le replonger dans ses compositions musicales. Et en fait, on a à nouveau créé un paysage où on a créé des sourdines qui sont ces espaces un peu miroitants, reflétant tout le contexte scénographique. Dans ces sourdines, il y avait du son en live, mais il n'y avait pas assez de place pour exposer toute cette musique. Alors, on a proposé un dispositif qu'on trouve maintenant d'une manière quasiment systématique sur les expositions à la Cité de la Musique, qui est des prises de jack avec un petit potentiomètre, et on invitait le visiteur à venir avec son propre casque. Il y en avait qui était mis à disposition de l'entrée de la Cité de la Musique, et on laisse se plugger. Et donc là, dans l'expérience du visiteur, on avait un rapport physique avec la musique. Autre expérience, à nouveau à la Cité des Sciences et de l'Industrie, une exposition qui s'appelle sur l'énergie. Ça, c'est une exposition permanente. L'exposition permanente à la Cité des Sciences dure à peu près une dizaine d'années. Ce sont des expositions de société. Et là,
c'est comment exposer l'énergie. Et donc, nous, on a créé un énorme volume, une énorme architecture symbolisant justement un flux énergétique, représentant un peu la puissance de l'énergie. Donc, l'architecture faisait déjà en lui-même dispositif dans un bâtiment qui est déjà très bavard. Autour de ce cylindre, du contenu était déployé. Et à l'intérieur de ce cylindre, on a proposé un dispositif multimédia, interactif, de grande ampleur. Donc, en fait, on a créé le lieu et en discussion avec le commissariat scientifique de la Cité des Sciences, on a développé ce dispositif puisque notre espace était capable de le recevoir. On a eu un écueil sur ce dispositif-là, c'est en 2010, c'est qu'en fait, le visiteur n'était absolument pas prêt à aller interroger des parois interactives. Et en fait, j'ai mis cette image-là parce qu'il y avait un sentiment d'impression, de domination de l'image, et les gens, des fois, n'osaient pas rentrer dans le dispositif, et peu de gens allaient interroger cette grande paroi interactive qu'on avait créée. À nouveau, une autre expérience, alors qui est plus en lien avec la lumière, l'architecture et bande dessinée, où là, pour le coup, il fallait exposer du dessin, de la maquette. Donc ça, c'était à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et en fait, on était dans un espace qui était très en longueur, qui fait plus d'une centaine de mètres de long, assez étroit, et il fallait dérouler un discours. Et en fait, on a déroulé ce discours sur une énorme page blanche, et en fait, cette page blanche, c'était une matière, c'était une toile tendue qu'on a rétroéclairée, et sur laquelle on a accroché des vitrines, on a présenté des dessins, on a imprimé dessus, mais tout le dispositif était rétroéclairé. Et pour dynamiser cet espace-là, on a créé un grand mouvement. Toutes les 5 minutes, la lumière se déplaçait dans l'espace, accompagnait le visiteur dans son mouvement, et en même temps que ce principe lumineux, on a créé une bande sonore qui, pareil, recréait du mouvement pour accompagner le visiteur dans un espace qui était très, très contraint, finalement. Et donc, du coup, pour le réveiller et finalement lui faire comprendre qu'il était qu'il faisait partie prenante de l'exposition. Toujours sur la lumière, l'exposition sur les Dogons au musée de Quai Branly, où pour le coup, on a une problématique où on a des objets qui sont devenus des objets patrimoniaux, qui sont devenus des objets de collection. Tous ces objets Dogon, en fait, sont tous dans les plus grandes collections, dans des collections privées au monde. La présentation de l'exposition, à titre indicatif, la valeur numéraire des objets qui étaient présentés coûtait plus cher que la construction du musée du Quai Branly en tant que tel. Et donc, nous, l'objectif était de créer un espace où il fallait garder ce statut d'objet de collection pour les collectionneurs, mais aussi de recréer un contexte. Et donc, avec la lumière, on a créé un grand cyclo au fond de l'espace et on a créé des îlots lumineux. Les objets étaient posés sur de la lumière et on retrouvait un état un peu cosmogonique qui était que ces objets portaient. Et donc, tout le travail a été justement dans ce parcours sinusoïdal où il fallait savoir ce rapport avec la beauté de l'objet. Et en fait, le dispositif, il était total. Et il y avait une réelle charge émotionnelle dans cette lumière très orangée de ce parcours. Le Grand Musée du Parfum. Le Grand Musée du Parfum qui a été créé, quand nous avons créé en 2017 à Paris, qui a fait feu depuis. Mais en fait, on est venu nous voir pour nous demander de créer un musée de parfum. Ici à Paris, il n'y en avait pas, il n'y avait pas de lieu. Donc on a fait un projet in abstracto avec une succession de dispositifs dans lequel on pouvait retrouver la question de l'histoire, plein d'outils de médiation. Et à partir de ces éléments-là, le client est allé chercher des financements, a trouvé un lieu,
Et après, nous avons créé, en fonction du lieu et en fonction du développement thématique du projet, toute une série de dispositifs olfactifs en lien avec la thématique. Il est important que le dispositif sensoriel soit connecté à la présentation. Donc, sur la partie plus antiquité, on était dans des coupelles où le son sortait de ces coupelles lumineuses, comme un espace rituel. Dans la partie un peu plus voyage, c'était des parfums, des odeurs qui étaient en association avec des contenants. Sur la partie un peu plus chimie, de la décomposition des odeurs, on avait un procédé plus manipulatoire, où les visiteurs pressaient des petites poires pour sentir les odeurs. Et puis, sur la question des odeurs des prés et de la matière première, on a créé un espace qui était un espace un peu onirique, et toutes ces fleurs contenaient des odeurs, et en fait, lorsqu'on s'approchait de ces objets-là, on avait une image de la plante qui était gravée comme un pistil au sein de la fleur, et avec une odeur, et on a créé une multitude de formes différentes qui ont vraiment créé un état émotionnel. Après cette matière première, il y avait la question de la création du parfum, et le parfum, il est créé par un contexte, il est créé par rapport à une idée. Donc, on avait des niches où la lumière était présente pour pouvoir associer la couleur à l'odeur. On avait aussi des mobiliers un petit peu 18e, des mobiliers de conversation qui étaient des conversations olfactives pour donner l'idée de l'essor de la création de la parfumerie, notamment en France. Et puis des dispositifs où on interrogeait tout le processus créatif du parfum, ce qu'il y a derrière une odeur, tel un miroir qu'on venait interroger. Je vais passer aussi sur un autre type de projet, un projet immersif, là pour le coup, qui est aux États-Unis, le National Cowgirl Museum. Nous accompagnons les cowgirls, donc c'est un projet qui est au Texas, à Fort Worth, au Texas, et nous accompagnons les cowgirls dans le redessin de leur musée. Donc les choses se font par étapes, et la question à un moment s'est posée de refaire le second étage et autour de la cowgirl et le cheval. Et dans ce qui manque cruellement dans un musée d'ethnographie comme celui-ci, c'est la relation au paysage. Le Texas est un territoire magnifique avec des paysages magnifiques. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est de venir intégrer le paysage dans le musée comme un grand panorama. Donc, en fait, c'est un panorama dynamique. Nous sommes allés filmer les différents ranges, différents territoires texans. Et puis, nous les avons projetés en 4K sur tous les murs, avec une grande résolution, et l'objet prend sens avec le paysage dans lequel il est. On est vraiment dans une contextualisation, et le dispositif sensoriel, à nouveau, il est territorial. On a vraiment créé un paysage. Hein. Ce sont des vrais films. On a travaillé comme si on faisait une prise photo, comme si on faisait un panoramique avec les appareils un peu à l'ancienne. Donc on faisait 3 minutes de film pour recréer ce grand panorama. Et puis, pour redynamiser l'espace, toutes les 20 minutes, la lumière s'éteint dans le musée, enfin baisse en intensité, et on fait rentrer les protagonistes du sujet, qui sont les chevaux. Et donc, un petit peu à la Bartabas, nous sommes allés tourner des Mustangs dans un haras, et nous avons fait rentrer vraiment les chevaux dans le musée en co-visibilité avec les objets de collection qui tournent autour du cheval. Ce qui est assez intéressant, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'on avait des cow-boys, des cow-girls en tenue
tenue traditionnelle, qui venaient dans le musée et se prenaient en selfie devant les chevaux virtuels, alors que eux, ils en ont déjà tout plein dans le ranch. Mais c'est aussi ce rapport d'appropriation où le dispositif qu'on a mis en place fait vraiment un contexte totalement immersif et on est vraiment ailleurs dans ce lycée. Et je vais développer un peu plus le lycée sensoriel, qui est le projet, un projet sur lequel nous sommes co-auteurs. En 2016, une rencontre fortuite avec Gwenaël Allan, qui est producteur de spectacles vivants, cherchait à avoir un produit culturel grand public qui allait voyager un tout petit peu partout dans le monde, et devant la pauvreté des expositions culturelles qui voyagent, des grandes expositions culturelles thématiques, on a réfléchi autour d'une exposition immersive olfactive, puisque à ce moment-là, on travaillait sur le musée du parfum et qu'on avait un peu d'expérience sur les dispositifs. Donc, on est parti au départ sur des dispositifs autour du café, notamment parce que dans une odeur de café, il y a à peu près 120 molécules olfactives différentes qui font appel à la mémoire. Et il faut savoir que le nerf olfactif est le nerf le plus court du cerveau. Et donc, du coup, une odeur envoie une émotion, mais les émotions liées à l'odeur, elles sont culturelles. Et donc, on s'est renseigné et on a pris notre petit bâton de pèlerin. On est allé voir plein d'institutions, plein de partenaires privés. Et la sauce ne prenait pas parce que du coup, nous n'étions que des acteurs qui voulions faire. Et à un moment, on a pris la décision de faire un prototype pour montrer, une espèce de preuve de concept, pour montrer que le dispositif fonctionne. Et donc, en autofinancement, on a avancé avec différents partenaires. On a monté un prototype. Ce prototype, c'est un prototype immersif avec des images stock, où on a recréé un quai numérique associé avec des odeurs. Pareil, on a fait énormément de recherches pour avoir des dispositifs odorants sans rémanence, puisque l'odeur a tendance à se déposer, en fait, elle est transportée par un véhicule. Et là, du coup, on a trouvé une technologie qui nous permettait d'être sans rémanence. Et on a testé dans ce prototype une expérience qui durait 3 minutes. Il y avait une dizaine d'odeurs qui étaient associées. Et là, pour le coup, ça a marché. On a suscité l'intérêt du Muséum national d'histoire naturelle, qui a décidé d'être partenaire de cette aventure. Et là, c'est parti. On est parti en recherche-développement. On a testé des matières de projection. Là, ça ne rend peut-être pas très bien, mais on a la question du contraste du support de l'image. On est allé tourner en période de confinement. Imaginez un petit peu les complexités que ça a pu créer, un petit peu aux 4 coins de la planète, pour aller ramener des contenus. On a essayé d'orienter le discours qu'on avait autour de la reconnexion avec la nature. Donc, on est dans des espaces naturels et l'idée était un peu d'être Darwin qui rencontre Alice au Pays des Merveilles. Donc, on est dans cette ambiguïté-là avec des tailles d'images, des ralentis. Donc, pour le coup, c'est beaucoup de recherche-développement, de l'interaction, du travail de captation du visiteur pour le mettre à l'intérieur. Ça a mobilisé énormément de personnes, énormément de ressources. On a fait des tests pour voir comment les gens réagissaient. Il y a eu des prototypes d'échelle 1. Et puis, surtout, on a travaillé avec un commissariat olfactif, avec le collectif Nez, qui travaille notamment pour la revue éponyme Nez, et notre partenaire qui est IFF, qui est un des plus grands fabricants d'odeurs au monde. Et on est allé puiser dans leur catalogue, on a fait des créations, et donc on a fait vraiment un travail spécifique aux images qu'on avait récupérées, différentes thématiques. Nous-mêmes, nous avons développé un projecteur odeur
pour venir se synchroniser. Ce projecteur O2, on l'a fait tester en laboratoire pour connaître les débits. On l'a testé in situ. Et puis, là, je vais faire un petit déroulé de l'expérience. On part avec les Flamands Roses du Kenya, on s'envole avec eux. Donc, il y a une première expérience parce que du coup, on est échelle 1. Et là, pour le coup, c'est le dispositif, il est physique parce qu'il y a un petit peu de vent, il y a une odeur qui arrive, il y a une image, confrontée à une image. Confronté, la première salle, on est bloqué par l'écran et d'un seul coup, l'écran s'ouvre et on vient le traverser. On rentre dans une salle sombre où pour le coup, on efface les sens visuels pour se consacrer au son. Donc, c'est une salle qui est sonore avec des enregistrements de la nature autour d'un point d'eau. Donc, c'est vraiment une salle qui est spécialisée avec des odeurs qui viennent. C'est une salle qui nous a un peu posé des problèmes, notamment au tout début, on a fait évoluer avec les petits-enfants parce que d'un coup, on se retrouvait dans la peur. Et donc, d'un seul coup, on était une peur des enfants qui criaient et avec l'angoisse des parents qui accompagnaient. Donc, on était vraiment dans une situation, on avait créé un espace un peu de crise qu'on est arrivé à calmer après par la suite dans notre expérience visiteur. On se retrouve dans un cadre numérique à faire un travelling vertical dans la rainforest et le long d'un figuier. On arrive dans une pièce où on est traqué avec des colocations avec des images numériques, toujours accompagné avec des odeurs. C'est une vision numérique de l'écolocation. L'entresol où on active des fenêtres sur une coupe du sol et on est en interaction avec le monde vivant qui nous accompagne. On est accompagné, on va aller voir des insectes, on est dans la macro, on va sous les océans accompagné avec des cachalots. Et on a même une odeur de cachalot qui est une création faite par un parfumeur à partir d'une image, à partir d'un tableau de cachalot échoué sur une plage. Et puis pour finir avec le Grand Nord où on est dans une posture assise et on est plutôt contemplatif sur un paysage juste extatique. Il y a un travail qui est fait en cours en ce moment avec l'association Coglab et Neurotech Paris, où il y a une captation qui est faite de certains cobayes. On récupère des signaux sensoriels et il y a un questionnaire qui est demandé au départ et il y a un questionnaire à la fin sur lequel le visiteur le cobaye doit répondre et on aura les résultats d'ici la fin de l'année, le temps de l'analyse de toutes ces données. Mais ce qui est très intéressant, c'est justement de voir, on va voir si ce dispositif-là a vraiment pu susciter des émotions et le reconnaître scientifiquement. En fait, je voulais juste finir par cette image où ce qui est important pour nous, c'est le visiteur dans une exposition. À la fin, ce qu'on doit retenir, c'est l'émerveillement. Finalement, peu importe la technologie qu'on a mis derrière, peu importe toute l'énergie, à la fin, on doit juste avoir plongé le visiteur dans un état qui fait que il se sent bien. Non seulement il a appris des choses, mais il a ressenti les éléments. Voilà, je m'arrête là. Je vais encore Merci. Merci beaucoup pour justement cette approche au dispositif immersif. Voilà, partie de votre savoir-faire, de projectile. On a pu parcourir l'histoire contemporaine des dispositifs d'immersion ici. La parole est maintenant à Viviana Gobato. Merci beaucoup, Anna. Merci d'ailleurs d'avoir pris la direction de cette rencontre. Vraiment, ça fait déjà 2 rencontres qu'on les co-anime, mais je suis très heureuse de te voir aussi importante sur cette rencontre. Merci. Alors, je suis désolée, il y a un petit problème d'affichage, mais il n'y a pas de souci parce qu'on va directement passer à cette présentation.
Alors, je suis très heureuse d'ailleurs de vous avoir, Monsieur Boutet et aussi Madame Danielle en ligne, parce que c'est vrai que quand on a conçu cette rencontre, ce cycle de rencontres qui dure depuis 3 mois, eh bien, en fait, on est parti des dispositifs sensoriels avant de penser même l'espace d'exposition et avant même de penser l'architecture. Au départ, on s'était vraiment réalisé 3 rencontres sur le sensoriel et le dispositif sensoriel. Et finalement, on s'est intéressé par emboîter finalement tous ces espaces qui font partie de la construction des sens pendant le parcours du visiteur. Donc, dès l'extérieur déjà du musée, lorsqu'au moment où il rentre dans le musée, jusqu'à l'exposition, et enfin, effectivement, dans l'expérience du dispositif, dans l'expérience avant même aussi avec la collection. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est effectivement considérer l'éclairage comme un dispositif sensoriel. Et je vais faire cela à partir de certains résultats des 2 enquêtes que j'ai pu réaliser pendant mes travaux de recherche en master et en doctorat. Et en fait, ce qui est peut-être nouveau, c'est de considérer l'éclairage comme un dispositif sensoriel au-delà d'être un dispositif fonctionnel et technique. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a souhaité finalement faire dialoguer les professionnels aujourd'hui. C'est pour donner une autre vision à ce qui peut être effectivement ces dispositifs sensoriels dans l'espace d'exposition et en particulier effectivement l'éclairage. Parce que depuis, disons, les années 20-30 et notamment depuis les années 60, on va considérer l'éclairage notamment comme un dispositif technique qui va permettre de garantir certaines conditions de l'environnement muséal. C'est-à-dire que l'éclairage est notamment associé à un dispositif de dégradation des collections. Ce qui fait que depuis l'environnement du musée de Thompson, mais aussi Gary Thompson, pardon, et aussi toute une série d'éléments qui nous parviennent d'articles scientifiques déjà depuis les années 20 et les années 30, mais qui, effectivement, c'est surtout pendant ces années 60-70 qui se consolide dans un discours international qui souhaite définir des normes d'exposition d'objets à la lumière pour effectivement garantir des normes de conservation préventive. On voit aujourd'hui, je vous ai mis ici effectivement 2 tableaux qui sont issus du rapport technique de la CIE de 2004 et finalement qui reprennent effectivement ces éléments de Thompson et ces éléments qu'on commence à discuter à cette époque-là. Une autre manière d'envisager l'éclairage, et ça, je fais appel à votre propre expérience, lorsqu'on visite un musée, généralement, on se rend compte de l'éclairage quand il nous gêne, quand il y a des reflets, quand on est face à un éblouissement, quand il y a une luminance un peu trop forte. Et en fait, on va moins se concentrer sur l'éclairage comme un dispositif soit de valorisation, soit un dispositif qui peut nous apporter une expérience positive durant notre expérience de visite. Et c'est là aussi assez ancien, c'est-à-dire que déjà dans les années 1910, on a ces responsables de musées américains, Benjamin Gilman, qui va, dans effectivement une expérience de visite plus large, va observer que l'éclairage, la lumière peut être un dispositif qui est facteur d'une fatigue psychologique pour le visiteur et qui donc contribue de façon plus large à ce qu'on considère être la fatigue muséale. Depuis, déjà dans les années 20, les années 30, mais c'est surtout avec la LED qu'on voit apparaître ces études, on voit de plus en plus d'études sur la préférence du visiteur par rapport à l'éclairage sur un objet, sur une œuvre d'art, en fonction effectivement de la source et des caractéristiques de la source qui sont choisies. En termes de rendu de couleur de l'œuvre, ça c'est vraiment par rapport à la qualité de la source. En termes de température des couleurs de la lumière, c'est-à-dire si on choisit plutôt une lumière chaude ou plutôt froide, ou même en termes d'intensité lumineuse. Je vous ai mis ici cet exemple pour voir effectivement de manière très immédiate, comme en fait en fonction d'un éclairage, même dans un dispositif disons classique traditionnel d'exposition, on peut avoir un vrai changement en termes de perception déjà de la scénographie, mais aussi ensuite forcément en termes de perception aussi de l'œuvre d'art.
Parce qu'en fait, cela m'amène à une question fondamentale, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer que l'éclairage peut participer de la construction de sens des visiteurs? Donc, c'est une question que j'interroge depuis quelques années, en me rattachant en épistémologie particulière, qui est l'épistémologie que David Schmitt a développée dans les musées par rapport aux sciences cognitives, par rapport à l'inaction et à la cognition incarnée. Alors là, on rentre dans des sujets un peu plus pour spécialistes. Donc, vous verrez à la fin de cette référence, de cette présentation, pardon, je vous ai mis quelques références pour aller vraiment plus loin sur ce sujet. Mais en fait, s'inscrire dans cette épistémologie amène à réaliser des enquêtes auprès des visiteurs qui s'imprègnent effectivement de neurosciences et qui l'adaptent au contexte muséal avec un protocole de recherche qui s'appelle Remind, qui a été discuté bien avant, notamment par effectivement David Schmitt dans le milieu muséal depuis une dizaine d'années, qui consiste à réaliser des enquêtes qualitatives qui vont d'une part analyser l'activité du visiteur, l'expérience du visiteur à l'instant T, ce qu'on appelle être le cours d'expérience en phase de visite, et d'autre part remettre le visiteur face à cette stimulation visuelle de sa perception de tout ce qu'il a pu voir et lui demander de raconter, d'écrire et raconter son expérience. Comment cela va se passer? En fait, il faut imaginer que pour faire ce type d'enquête, on va équiper le visiteur d'une paire de lunettes eye tracker, donc c'est des lunettes classiques et puis une petite caméra embarquée, sans l'informer en fait du sujet véritable de l'enquête, sans lui dire qu'on étudie l'éclairage, mais quand on travaille de manière plus générale sur la perception du visiteur. Et donc, on laisse le visiteur visiter tranquillement. Alors, il faut savoir que c'est des visiteurs recrutés avant de rentrer dans l'espace d'exposition. Donc, ils étaient déjà là pour visiter l'exposition. Et donc, on laisse le visiteur prendre ses repères dans une visite naturelle. Il n'est pas accompagné par le chercheur. Nous, en tant que chercheurs, et ça, vous pouvez le voir ici dans cette image à gauche, en fait, on peut voir où le visiteur se situe pendant son parcours. Comme ça, voilà, si jamais on perd le visiteur dans l'exposition et qu'on souhaite interrompre l'expérience, on peut aller le chercher rapidement. Mais sinon, de manière générale, voilà, le visiteur est seul. Il peut être perturbé, ça on l'observe par ses ports des lunettes, surtout s'il n'est pas habitué par le fait de porter des lunettes. Mais très rapidement, après 2-3 minutes, on observe qu'il rentre vraiment dans son expérience. S'il est accompagné, donc voilà, il procède en fait en étant accompagné. Là, on voit effectivement, on verra par la suite des échanges ou autres. Mais voilà, donc généralement, la visite dure entre 5 et 15 minutes, parce qu'après, il faut analyser toutes ces données, donc laisser ces données à un petit cadre de 20 minutes maximum. Et ensuite, donc on amène le visiteur dans une autre salle. Alors, ces lunettes eye tracker ont une petite clé SD qui a enregistré toute la perspective. On peut aussi également enregistrer le son, mais pour l'instant, voilà, pour des sons éthiques, en fait, on n'enregistre pas le son, on n'utilise pas le son, mais uniquement la perspective visuelle. Ça veut dire qu'on aura finalement un film qu'on va montrer au visiteur, et c'est le film de sa perception individuelle. Et sur ces films, il y aura un point rouge qui est son point de focalisation du regard. Ça veut dire que d'une part, effectivement, on a toute la perspective, son parcours, ce qui s'est passé, etc. Et d'autre part, on aura aussi, de manière assez précise, l'endroit où l'œil s'est posé, le regard s'est posé. Par contre, en fait, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé vraiment dans l'esprit du visiteur. Est-ce que le visiteur se relie à l'instant T un point, par exemple un rhinocéros, pour regarder la forme de ce spécimen, pour regarder la couleur du pelage, parce qu'il est en train de penser à un spécimen qu'il a lui-même vu les jours avant dans une série télé ou autre. En fait, on ne sait pas ce qui vraiment s'est passé dans l'esprit du visiteur. Donc, ce type d'enquête sert vraiment à faire revivre dans une deuxième fois l'expérience du visiteur. David Schmitt appelle ça effet de Madeleine de Proust. Ça veut dire que, en fait, dès qu'il y a cette simulation visuelle, tout ce qui s'est passé dans l'esprit du visiteur va réémerger chez le visiteur. Et donc, il est amené à raconter, décrire et commenter sa visite par l'aide du chercheur. Donc, le chercheur n'amène pas finalement des questions extérieures, mais uniquement se base sur le discours du visiteur et lui demandera éventuellement, en fait, effectivement, d'approfondir des notions, de mettre des mots derrière
derrière certains mots qu'il lui-même utilise. Par exemple, si on dit c'est beau, ben, qu'est-ce que ça signifie c'est beau pour ce visiteur? Donc voilà, on essaie vraiment d'avoir le plus d'informations possible pour à la fin, d'ailleurs aussi, maintenant que j'y pense, on amène aussi deux échelles qui sont l'une inspirée effectivement de l'échelle médicale, plaisir des plaisirs. Enfin, bon, l'échelle médicale plutôt c'est douleur, mais ici ce sera effectivement plaisir des plaisirs. Et une autre échelle qui a été mise au point par le laboratoire d'Ivisu avec qui je travaille pour ces enquêtes, qui est une échelle qui présente des pictogrammes. En fait, elle a été prouvée, elle a été testée scientifiquement. Donc, il y a plusieurs pictogrammes qui devraient stimuler chez le visiteur des émotions. Alors, il y a toute une bulle de termes, des mots qui sont mis derrière chaque pictogramme. Et finalement, encore une fois, le but, c'est de faire verbaliser le visiteur pour comprendre quels sont finalement les mots, les ressentis qui va vraiment mettre derrière ces pictogrammes, dans l'idée, effectivement, de l'aider, encore une fois, à parler de ses émotions. Parce que ce qu'on cherche à comprendre, c'est qu'est-ce qui rentre en jeu dans la construction des sens du visiteur durant son parcours de visite, c'est-à-dire quels sont les éléments effectivement auxquels il se relie dans une réalité expographique, mais aussi comment il va se relier et quel est le sens qu'il va construire à partir de ces éléments auprès desquels il va se relier. Et tout particulièrement, puisque effectivement mon sujet porte sur l'éclairage, mais j'ai aussi une collègue qui travaille avec le même dispositif de recherche pour les odeurs, par exemple, qui s'appelle Mathilde Castel. Et en fait, donc on va essayer de s'intéresser uniquement aux séquences en lien avec l'éclairage, avec la lumière. Donc, je vais vous présenter quelques résultats qui prouvent à mon sens qu'effectivement l'éclairage peut être un dispositif sensoriel et un dispositif de médiation en plusieurs plans. Et cela à partir de deux enquêtes, l'une réalisée à la Grande Galerie de l'Évolution et l'autre réalisée au Musée d'Art moderne de Paris. La première porte vraiment sur un dispositif déjà existant, qui est celui que Stéphanie Daniel nous a fait le plaisir de présenter tout à l'heure. Et donc voilà, qui a un scénario de lumière scénographique qui va présenter pendant 1h15 un cycle nictéméral, c'est-à-dire qu'il va simuler un cycle du matin jusqu'à la nuit avec plusieurs effets de lumière, mais aussi de son. Et en plus, en fonction effectivement des spécimens qui sont exposés, on va voir davantage aussi des lumières colorées pour simuler l'environnement de provenance des spécimens. Au Musée d'Art moderne de Paris, c'est une enquête expérimentale que j'ai pu réaliser en concevant voilà, encore une fois de manière expérimentale, un dispositif d'éclairage moi-même. C'est un dispositif d'éclairage dynamique dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, à la Grande Galerie de l'Évolution, cette enquête était à ce stade une enquête exploratoire et qui a lieu donc, pendant quelques jours sur une dizaine de visiteurs. Alors, il faut savoir que le protocole de recherche Open-Mind, selon les chercheurs qui l'ont utilisé et surtout Daniel Schmidt qui l'a autorisé, commence déjà à donner des informations assez fiables à partir d'une douzaine d'enquêtes. Mais effectivement, dans ces cas, on va appeler cette enquête plutôt une enquête exploratoire, tandis que l'autre enquête, voilà, sera une enquête plus confirmée sur 26 visiteurs, mais je vais vous en parler après. Donc ici, vous voyez effectivement 3 séquences pour vous montrer quelle différence en fait on peut avoir dans 1h15. Et donc, la visite du visiteur n'était pas couplée avec notre expérience. Ça veut dire que les visiteurs qu'on a interrogés pouvaient être exposés à n'importe quel cycle. Donc, on va se rendre compte, alors on ne voit pas très bien le titre. Est-ce que tu crois peut-être qu'on peut le mettre dans les côtés? Ah, merci. Par contre, maintenant, elle est coupée. Okay. Ce qu'il disait ce titre, c'est une bulle hors du temps, bien-être et contemplation. En fait, c'est... Ah, voilà, c'est très bien. Merci. Donc, le premier résultat, c'est effectivement le fait d'avoir observé chez les visiteurs en phase d'analyse de ces données
que cet éclairage nictéméral et l'ensemble en fait de l'ambiance lumineuse de la grande galerie va stimuler chez les visiteurs des états de bien-être et des états aussi de contemplation. Ce sont les visiteurs eux-mêmes qui utilisent ce terme bulle et aussi cette définition en fait d'être hors du temps, c'est-à-dire de se rendre compte que la temporalité que le visiteur est en train de voir à l'instant T n'est plus la temporalité qu'il a à l'extérieur. Par exemple, une des visiteuses qui sortait d'une visite médicale et qui déclare un entretien être stressée du fait de cette visite, dit que grâce à cette ambiance, en fait, elle oublie finalement ce stress et qui se sent complètement submergée par des états de bien-être. Donc, en fait, ce type de réaction, on l'observe à différents degrés chez ces visiteurs, donc qui se rattache à cette ambiance, cette atmosphère lumineuse, tamisée, mais aussi contrastée avec des nuances et des couleurs, qui va finalement créer un environnement, une bulle hors du temps, et qui va finalement créer une temporalité propre au musée qui est perçue et vécue comme positive, donc qui va stimuler des émotions positives et des bien-être. Un autre élément qu'on observe de ces résultats, toujours en lien à l'éclairage, c'est que les couleurs qui ont été choisies par les concepteurs pour contextualiser les spécimens, donc qui vont simuler l'environnement de gouvernance des spécimens, vont finalement, comme les concepteurs l'avaient conçu, vont finalement permettre aux visiteurs de s'orienter au niveau de l'espace et au niveau aussi des spécimens qui sont effectivement exposés. C'est-à-dire que cela permet aux visiteurs d'écrire une sorte de marque conceptuelle du parcours de visite. Lorsqu'il va s'y référer, il va nettement distinguer la partie qui présente des spécimens venant des pôles, puisqu'il y a ces couleurs bleues. Alors, je cite un visiteur qui dit le bleu rafraîchissant qu'on mettrait dans un chewing-gum. Donc, c'est une information intéressante parce que ça signifie effectivement dans une perspective de l'inaction et de la cognition incarnée, donc l'épistémologie dont je vous parlais tout à l'heure, que le savoir passe par le corps, par les sensations, par la sensorialité finalement qui est vécue, en plus effectivement par les émotions qui éventuellement peuvent être construites. Et donc, cela est mis notamment en contraste avec l'étage quand on lui présente des animaux de la savane beaucoup plus chauds. D'ailleurs, plusieurs visiteurs m'ont parlé de cet étage-là chaud, qui a des couleurs qui rappellent le feu et autres. Donc, c'est intéressant parce que finalement, la couleur va inscrire, donc la couleur de la lumière, va inscrire chez le visiteur une sensorialité qui va par ailleurs l'aider à contextualiser les spécimens et aussi à distinguer finalement, à structurer le parcours des visites. Un autre élément est celui de l'intrigue. Alors cet élément, on l'a vu uniquement chez très peu de visiteurs parce que c'était les seuls visiteurs qui ont été exposés à ce phénomène. Je m'explique. Ce cycle nictéméral d'1h15, à un certain moment, simule l'orage, simule une grande tempête avec des bruits, mais aussi des lumières, une luminosité complètement tamisée, des flashs. Donc, il y a vraiment une expérience finalement qui se passe. Par contre, cette expérience, effectivement, pourrait être vécue uniquement au niveau de la conception. Mais on le voit, encore une fois, je le répète, chez un petit nombre de visiteurs parce que ce sont les seuls qui ont été exposés à ces phénomènes, eh bien, on voit finalement une correspondance entre l'intention des conceptions et la réception, c'est-à-dire l'expérience réellement vécue par les visiteurs. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'il y a un orage, une tempête, et par ces lumières, par ces changements et ces sons. Et en même temps, la première action a été celle de se retourner vers un tiers, donc l'accompagnateur de la visite, pour stabiliser la réalité qui était vécue à l'instant T. C'est-à-dire que le visiteur ne sait pas si ce phénomène est réel ou pas, s'il s'agit d'une vraie tempête, un vrai orage ou pas. En fait, il n'arrive pas encore à comprendre à ce stade de la visite qu'effectivement, ce n'est pas un vrai ciel, mais c'est un ciel artificiel. Donc, c'est intéressant parce que cela amène finalement à considérer que ce dispositif d'éclairage est aussi un dispositif catalyseur d'expérience. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une grande expérience qui est l'expérience des visites, on va pouvoir vivre des expériences disons mineures qui peuvent détourner l'attention du visiteur
de la collection et lui faire vivre autre chose qui sera de l'ordre, dans ce cas, de l'expérientiel et autres. Et c'est intéressant, toujours si on le pense dans une perspective de ce qu'on pourrait développer par la suite comme un type de dispositif sensoriel. Et aussi si on tient en compte du coup qu'il peut y avoir également des contre-effets, c'est-à-dire que finalement l'attention est détournée de l'objet de l'exposition pour être finalement captée par le dispositif lui-même. Enfin, le dernier élément que nous avons observé, c'est voir dans le noir, étirement et accélération du temps. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure de cet environnement qui est tamisé et en même temps qui présente des contrastes par la focalisation des projecteurs. Tout cela dans des temporalités, comme Stéphanie Daniel a très bien expliqué tout à l'heure, très particulières dans l'idée de créer un scénario. En fait, cet environnement est, oui, tamisé, mais dans certains endroits du musée est très obscur. Puisque, en fait, pour des questions de conservation préventive, on a vraiment baissé le niveau d'intensité de lumière pour permettre donc de ne pas aller trop suréclairer des objets ou des expos, surtout des expos organiques qui ne supporteraient pas une certaine dose de lumière. Et entre parenthèses, ce sont des dispositifs qui aujourd'hui sont en train d'être revus à la lettre. Donc, c'était d'autres technologies quand on a fait cette enquête. Mais cela comporte quoi? Comporte le fait que le visiteur reçoit, comme ça on le voit dans nos analyses, le visiteur reçoit l'information que les endroits pas éclairés, ce ne sont pas des endroits intéressants. Donc il se détourne automatiquement de ces endroits. Il le dit plusieurs fois, plusieurs visiteurs le disent dans les entretiens, ils se détournent de ces éléments et vont vers les endroits qui sont les plus éclairés. Cela signifie que le parcours du visiteur est finalement étiré ou alors accéléré. Il est accéléré lorsque la luminosité n'est pas suffisante pour pouvoir voir les expos. Donc, directement, ce sont des endroits du musée qui sont finalement presque comme s'ils n'étaient même pas exposés aux yeux du visiteur. Donc, il n'y a pas d'intérêt à y aller. Et au contraire, on va en fait s'attarder sur ces spécimens qui, eux, semblent, de par ces gestes de lumière, être plus mis en avant et donc qui méritent plus d'attention. Et c'est donc la lumière qui est finalement un vecteur qui permet aux visiteurs de s'attarder sur ces espaces et donc de stimuler éventuellement aussi des étapes de contemplation, donc de vraiment se relier à ces collections. La deuxième enquête, elle était un peu plus particulière, effectivement, puisqu'elle a été conçue pour une œuvre d'art. Donc, depuis quelques années, je m'intéresse à l'éclairage muséographique avec comme objet d'étude les musées d'art. Et donc, l'objectif était de créer, finalement, de passer par les deux cases. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la conception et qu'est-ce qui se passe au niveau de la réception du visiteur? Donc, j'ai créé ce dispositif d'éclairage dynamique avec un scénario de lumière, un scénario, un synopsis, comme disait tout à l'heure Stéphanie Daniel, j'avais bien retenu ce mot, j'avais bien apprécié. Un synopsis qui avait un sens, qui avait une histoire, qui avait été conçue avec des scènes de lumière très particulières pour la félétricité que vous connaissez peut-être au musée d'art moderne de Paris. Et en fait, ce scénario, finalement, il y a eu deux scénarios de lumière, avec comme objectif de davantage mettre en avant certaines scènes de l'œuvre qui sont finalement des scènes clés, puisque c'est une œuvre qui explique en fait le développement de l'énergie, de l'électricité, depuis l'origine jusqu'à nos jours. Et en fait, il y a des scènes clés tout en haut de cette œuvre, mais qui aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas disons, éclairées du fait de l'installation existante qui arrive jusqu'à 7 mètres environ. L'œuvre fait 10 mètres, donc ça veut dire que les derniers mètres ne sont pas vraiment mis à lumière. Et donc, l'intérêt, c'était, à mon sens, de créer un dispositif expérimental pour voir si, en éclairant ces parties tout en haut, on allait finalement avoir une expérience, une construction d'essence qui était finalement en lien avec cette lumière. Il y a eu effectivement 4 résultats que je vous présente aujourd'hui qui méritent d'être évoqués en lien avec des séquences d'éclairage. Le premier, c'est la construction de séquences narratives. C'est-à-dire que 26 visiteurs, je ne vous ai pas dit ça, mais 26 visiteurs ont été exposés à ce scénario.
à deux scénarios. Un scénario qui est présenté de droite à gauche, c'est-à-dire le sens de lecture de l'œuvre, sans que, entre parenthèses, ce sens de lecture ne soit jamais évoqué dans la salle. Le visiteur ne le trouve pas dans le texte qui est présenté par le musée aujourd'hui. Donc, il peut le déduire lui-même en regardant un petit peu. Mais bon, donc, le premier scénario allait présenter de droite à gauche la dizaine de scènes pour avoir finalement une diachronie de l'histoire qui allait se développer. Et le deuxième scénario présentait les 10 scènes en même temps, mais toujours dans cette idée de temps. Donc, elles allaient apparaître ou disparaître. Ça veut dire qu'on avait des accentuations tout en haut ou on ne l'avait pas. Et encore une fois, donc, on retrouvait cet état, quand il n'y avait pas, on retrouvait cet état d'éclairage tamisé, donc d'absence finalement de lumière et absence de visibilité des l'œuvre. Donc, le premier résultat de la construction d'une séquence narrative, c'est que les scènes qui sont présentées, les scènes de lumière, permettent aux visiteurs de s'y accrocher pour comprendre davantage la signification de l'œuvre. Le visiteur se pose des questions quant au lien entre ces scènes éclairées, les unes après les autres, ou l'ensemble de ces scènes. Et donc, cela est intéressant parce qu'on le voit soit pour toute l'œuvre, soit pour des parties spécifiques de l'œuvre. Il faut se rappeler que le visiteur est un visite libre. Donc, ma scène peut commencer à droite et lui peut être complètement à gauche. Donc, il n'est pas forcé en fait dans son intention. Mais quand il se rend compte qu'il y a des scènes de lumière, en fait, il s'y accroche et cela va lui permettre de s'attarder davantage sur ces scènes éclairées et donc de construire un sens sur toutes ces parties de l'œuvre particulière. Donc, cela, à notre sens, est directement en lien avec des fonctions cognitives qui sont permises par ces dispositifs d'éclairage, c'est-à-dire des fonctions, un éclairage qui va influencer la construction du raisonnement du visiteur. Deuxièmement, on remarque la stimulation. Au départ, on appelait ça de la contemplation. Finalement, on a réduit ça en étude attentive de l'œuvre, parce qu'effectivement, la contemplation est également possible, mais cet état finalement très esthétique sensible n'est pas automatique. On peut même s'arrêter sur une œuvre, sur une partie, un détail de l'œuvre qui est éclairé à l'instant T. Le visiteur se relie à cette partie de l'œuvre, regarde par exemple la couleur, le détail, le trait. Et donc, c'est là qui est intéressant, c'est que finalement, le visiteur délaisse une partie de l'œuvre qui est dans la pénombre pour se concentrer sur cette partie focalisée. Et notre choix de ne pas utiliser finalement le mot contemplation, mais plutôt une étude attentive et éventuellement d'inclure la possibilité d'une contemplation, c'est que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on peut s'éloigner un élément d'une réalité, mais on ne sait pas ce qui se passe réellement dans l'esprit du visiteur. C'est-à-dire que le visiteur peut se relier à, je pense par exemple à une étudiante en histoire de l'art qui me disait, qui était complètement en phase d'étude attentive d'un détail éclairé à l'instant T, et en fait qui balayait dans son esprit tous ses cours d'histoire de l'art pour retrouver ce même geste, ce même trait de Raoul Dufy en lien avec d'autres artistes. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant à notre sens, c'est qu'on peut attirer l'attention du visiteur par ces lumières, ces éclairages. On peut focaliser son attention, donc lui permettre d'avoir des états cognitifs, donc des raisonnements, voire mémoriels, et aussi éventuellement effectivement des états plutôt esthétiques, sensibles, dans le sens où on retrouve une certaine contemplation qui est possible. Troisièmement, on a également, comme à la Grande Galerie de l'évolution, et ça du coup j'y vais rapidement, la recherche d'interaction qui émerge de nos résultats, c'est-à-dire que, encore une fois, le visiteur essaie de comprendre d'où vient en fait ce dispositif, pourquoi il y a cet éclairage, quelle a été la signification qui a été derrière la conception, pourquoi le musée a décidé d'installer ce type d'éclairage, est-ce que l'éclairage vient des lunettes aussi, il y en a certains qui ont pensé ça. Donc c'est très intéressant parce que ça signifie que finalement ça mène une intrigue dans l'expérience des visites et que cette intrigue, le visiteur souhaite trouver des indices pour pouvoir résoudre cette intrigue. Donc c'est intéressant parce que ça permettrait dans un autre plan, hein, peut-être avec sûrement une meilleure conception et dans d'autres contextes,
mais de créer finalement des outils qui peuvent vraiment être des outils de médiation dans ce sens, c'est-à-dire créer des intrigues, et c'est le visiteur qui, par des éléments qui retournent dans l'espace, qui peut le résoudre. Enfin, on va terminer sur cette séquence qui était à mon sens très intéressante et qu'on n'a pas du tout observé à la Grande Galerie de l'Évolution. Ça a été une vraie surprise, c'est-à-dire l'incorporation d'une influence infraliminale. On a utilisé le mot infraliminal, on n'a pas utilisé le mot inconsciente, parce qu'on n'est pas une équipe de psychologues. Mais le mot infraliminal, pour nous, allait indiquer quelque chose. C'est-à-dire que les influences dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, ce sont des influences directement en lien avec des séquences d'éclairage que les visiteurs verbalisent directement. En même temps, on retrouve dans d'autres expériences de visite, ou même au cours de la même expérience, mais dans d'autres séquences, le fait que le visiteur se relie à la santé, à un élément qui est éclairé. Nous, on le voit parce que, comme vous pouvez le voir dans cette prise d'écran, on se rend compte, on connaît déjà notre élément, mais éclairé, mais on se rend compte aussi qu'il est éclairé à la santé. En fait, nous, on se rend compte que le visiteur, dans certains cas, se réunit à cet élément éclairé avec les mêmes états cognitifs, esthétiques, sensibles, corporels dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais sans jamais mentionner la présence de la lumière. Donc, ceci pour nous est intéressant parce que ça signifie que même dans un niveau infraliminal, c'est-à-dire un niveau qui n'est pas nettement distinguable par le visiteur, en fait, on retrouve ces mêmes influences sur son expérience. Ce qui amène finalement à d'autres types de dispositifs qui sont des dispositifs plutôt induits, en fait, qui peuvent guider finalement le visiteur sans que lui il ait vraiment conscience de cela à la santé. On imagine par exemple, vous pouvez penser à l'instar à la signalétique, il peut y avoir vous avez déjà fait l'expérience, en fait, juste par le fait de se retrouver dans un parcours qui est plus éclairé plutôt qu'un autre, on suit un chemin des lumières et on sait que ce sera ce chemin qui sera tracé. En fait, on retrouve un petit peu, c'est là qui est intéressant et qui mérite à notre sens effectivement d'être creusé dans notre étude. Donc, pour terminer, quelques éléments de résumé. L'ambiance, alors oui, l'éclairage peut être considéré comme un dispositif de médiation sensorielle. Il agit dans plusieurs effets. Il peut créer un effet bulle, il peut contribuer à une temporalité propre au monde muséal, il peut ralentir ou accélérer l'expérience du visiteur, il peut stimuler des séquences émotionnelles, esthétiques, physiques, imaginatives, mnémoniques, etc. Il peut contribuer à la construction des sens, du coup, par une approche de la cognition incarnée. Et cela nous amène finalement à considérer de façon plus large au moins 3 apports. L'éclairage participe de la décision du visiteur qui choisit quel élément regarder de l'œuvre, combien de temps s'y attarder ou s'y déplacer dans la salle. Il participe de l'organisation du raisonnement du visiteur, c'est-à-dire sa construction des sens par rapport à l'œuvre et donc à la réalité qu'il est en train d'expérimenter. Et il participe aussi plus largement de la cognition incarnée, donc c'est-à-dire oui, le raisonnement, mais aussi toutes les sphères sensorielles, émotionnelles qui sont rattachées finalement à cette notion épistémologique. Donc, à notre sens, les dispositifs lumière remplissent 3 fonctions, cognitives, esthétiques et sensibles. Et également, il y a cette hypothèse d'une 4e fonction infraliminale. Et c'est pour cela que nous appelons donc l'éclairage comme un dispositif qui peut structurer un processus de médiation sensorielle. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis ici 2 références qui sont vraiment liées avec les résultats, parce qu'il s'agit quand même d'enquêtes scientifiques, donc il y a plein d'éléments scientifiques qui forcément n'ont pas été mentionnés ici. Et je vous remercie donc pour votre attention et au plaisir d'en discuter. Merci. Merci Viviana. Il tarde de lire ta recherche. Donc voilà, s'il y a des personnes ici présentes ou en ligne qui souhaitent poser des questions, on peut commencer déjà par les personnes qui sont dans la salle.
y a une question. En fait, sur les dispositifs sans rémanence, on a fait beaucoup de recherches, nous, parce qu'il faut comprendre comment une molécule olfactive arrive à notre récepteur. En fait, principalement, on utilise une matière, souvent des huiles essentielles par exemple, mais c'est le véhicule en huile ou de la vapeur d'eau, on vient associer. Mais le problème, c'est que ces éléments-là génèrent un dépôt à un moment, et donc du coup, la molécule olfactive finit par se déposer. En fait, moi, j'ai fait un peu le tour de la planète, à me renseigner vraiment à droite à gauche, pour finalement atterrir à Paris, avec des gens qui ont développé une technologie, cette société s'appelle La Guilde, dans laquelle ils emprisonnent dans un polymère, ils emprisonnent la molécule olfactive. Donc, il y a tout un protocole qu'eux maîtrisent là-dessus. Et nous, le processus, c'est de transférer un flux d'air, de canaliser un flux d'air autour de cette matière, de ce polymère, dans lequel la molécule olfactive est arrachée et finalement arrive jusqu'à notre récepteur. Et quand le véhicule, finalement, qui est l'air, le flux d'air s'arrête, la molécule disparaît puisqu'elle n'est plus projetée sur notre récepteur. Ce qui permet, alors après il y a tout aussi un travail qui est assez conséquent sur les odeurs dans les ERP, dans les établissements recevant du public. C'est-à-dire qu'il y a des taux de concentration à respecter, et c'est là où tout le travail en appui avec IFF a été important. Des travaux de concentration en termes de molécules, en termes de solvants, en termes d'allergènes. Et donc, tout ce qui a été produit dans le cadre de l'exposition l'Odyssée sensorielle, qui est encore en ce moment au muséum, jusqu'au 4 juillet, tout ce qui est produit là est entièrement sain, on va dire, et en fait, théoriquement, ne provoque pas d'allergie. On n'a pas eu de retour de ce cas-là. On a eu des moments où on a eu les gardiens qui étaient importunés, parce que finalement, ils se retrouvaient dans des variations d'odeurs, et certaines odeurs les envoyaient peut-être culturellement à des images mentales, enfin à des images personnelles. On a testé beaucoup de phénomènes de concentration. Typiquement, l'odeur de champignons, elle est diffusée à 1% de concentration, parce qu'elle parle tellement à tout le monde qu'à un moment, on avait une expérience à 10%, et ça prenait tout l'espace. Et ça effaçait d'autres odeurs qui étaient présentes dans la même pièce. Parce qu'elle restait en rémanence, pas physique, mais mémorielle. Et donc, l'Odyssée sensorielle a été vraiment un vrai laboratoire au niveau de ces expériences olfactives. On a fait beaucoup de dosage, on a fait beaucoup de régulation dans les premiers mois d'exploitation de l'exposition. Et maintenant, on a un peu plus de retour d'expérience sur ce dispositif. Il y avait, oui. Je pense qu'il y avait une demande d'abord. Oui, là. Oui. Alors, je vais poser ma question. Merci beaucoup à tous les trois, c'était très intéressant. C'est lié à tout ce que vous avez dit. Comment est-ce que vous pensez que la narration par la lumière, le volume, les immersions peut impacter l'apprentissage des visiteurs? Oui, si. Merci. Je me permets de prendre la parole. C'est vrai que. Je peux répéter la question parce que sinon les gens un peu. Oui. La question qui ne comprennent pas la réponse. Bien sûr. Oui, oui, merci.
Il a été donc demandé de quelle manière on peut penser qu'un scénario des lumières ou ces dispositifs généraux sensoriels peuvent impacter la construction des sens, la connaissance des visiteurs, l'apprentissage. Donc effectivement, cette question, finalement, ça rejoint tout à fait ma propre question de recherche. Peut-être je n'utilise pas le mot apprentissage, mais construction de sens. Construction de sens, ça signifie dans la manière dont cela est mobilisé dans mes travaux, comme le fait de se relier à l'environnement circonstant et en même temps à son propre, disons, environnement intérieur, et la manière donc de mobiliser les éléments et de les relier les uns aux autres pour créer du sens. Donc à partir du moment où on crée du sens, on est dans une perspective donc de connaissance. On essaie donc de finalement résoudre ces intrigues. De manière plus large, je ne sais pas si vous êtes du milieu muséal, mais je suis retombée là récemment sur un ouvrage phare de Falk et Dirking, Learning from Museum. Et effectivement, peut-être parce que dans le milieu anglo-saxon, le terme éducation, apprentissage est beaucoup plus mis en avant que dans le milieu muséologique francophone, disons qu'il y a plus la notion de médiation, voire un peu aussi d'interprétation. Mais finalement, ce sont des notions qui se relient, qui se nourrissent même, qui se relient, voire qui pourraient être aussi, dans certains termes, des synonymes. Alors, je ne sais pas si mes collègues auront aussi d'autres notions, et éventuellement, si on a aussi répondu ou pas à la question, dans le processus créatif, en fait, on est toujours confronté à se dire, à se projeter, nous, en tant que concepteurs, c'est comment on aimerait nous voir les choses, comment les percevoir, les apprendre. Quand on est confronté à un contenu, quand je parlais de l'exposition Changer d'air qui était tirée de cet ouvrage de Thierry Casazian, c'était comment mettre un ouvrage de 250 pages en exposition. Et donc, tout le travail, c'est de se dire, bon, ok, il y a un contenu, on peut transposer dans des objets, mais qu'est-ce qui sublime tout ça? Et la lumière, l'espace, les volumes, les interactions, les facilités d'accès à ces éléments-là fait que d'un seul coup, on apprend plus facilement parce que les choses nous paraissent peut-être plus simples, plus adaptées, plus personnifiées. C'est pour ça que j'ai parlé de ce rapport au corps, enfin dans la petite introduction que je vous avais donnée, c'est qu'en fait, tout ça, lors d'une visite, on est quand même contraint dans notre enveloppe corporelle et dans notre schéma de pensée. Et donc, du coup, il faut qu'on puisse, nous, en tant que concepteurs, toucher le corps des gens dans tous les éléments de perception qu'ils peuvent avoir, et que ce soit la lumière, l'image, le son, le toucher, tous ces éléments-là sont importants à prendre en compte. Et après, on ne peut pas tous les utiliser en fonction des projets. Chaque projet est spécifique. Chaque projet, il faut mettre l'accent sur un point par rapport à un autre. Il n'empêche que visiter le musée du Louvre, c'est une émotion. C'est une émotion particulière. Vous avez un apprentissage. Vous avez surtout, de la part de la configuration du bâtiment, l'impression de cette universalité, de cette quantité se remplit, se plaint. Ça, rien que par un parcours, au-delà de la question de la lumière, de la présentation et de tous ces éléments-là. Donc, en fait, tout joue dans la conception d'un projet, dans l'appréhension d'un projet. Voilà. Est-ce que Stéphanie, tu souhaites aussi répondre? Non, je suis assez d'accord. Effectivement, c'est vraiment qu'on s'adapte au contenu, à ce que le conservateur veut raconter, dans quelle histoire, comment on aborde le public. Et après, l'éclairage, puisque bon, c'est ma partie, on essaie d'être le plus proche de cette histoire et de proposer quelque chose qui s'intègre dans la scénographie et qui appuie le propos. Et je reviens
plutôt que rien. Voilà, si on met de la lumière, ce n'est pas uniquement pour voir, c'est aussi pour accompagner le visiteur et essayer de lui donner un petit peu de sensations, d'émotions et vous l'avez dit tous, effectivement, ça participe. L'éclairage peut vraiment participer à cette sensation quand c'est travaillé et quand c'est fait en conscience. Voilà, c'est vraiment, il faut que l'éclairage soit fait en conscience et ça ne peut pas arriver en dernier lieu. Et c'est pas pour moi, l'éclairage d'une exposition ou d'un spectacle, c'est pas un petit cadeau. C'est pas au dernier moment on éclaire. C'est pris en amont. Au moment du concours, au moment de l'esquisse, pour vraiment essayer de comprendre comment on peut accompagner le propos, la scénographie pour toucher le visiteur. Et la lumière, c'est une vraie matière, au même titre qu'une vitrine ou que de l'acoustique. C'est vraiment une matière à prendre en compte. Oui. Il joue vraiment ce rôle dans le parcours muséographique. C'est le sens, effectivement, la vue et le sens qu'on privilégie. Il y a des études qui montrent que si on devait vous priver d'un sens, lequel vous pourriez vous priver, et évidemment, la vue, c'est celui qui reste en dernier. En fait. Parce que du coup, c'est celui qui crée du lien social plus que la parole, plus que le son, oui, le son. Et je me permets de répondre par rapport à ça, parce que c'est vrai que je n'ai pas mis en avant cette limite pour le coup de mes travaux, c'est que je n'ai pas pris en compte certains types de publics qui sont par exemple en situation de malvoyance ou déficience visuelle, alors que ce sont des publics qui sont aussi très intéressés par des questions d'éclairage. Et j'ai eu d'ailleurs des échanges avec certains étudiants je peux par exemple aussi citer Cindy Leba qui vient de publier un article aussi assez intéressant sur la médiation, sur la méthodologie du sensible et qui questionne aussi cela. Mais personnellement, j'ai pu aussi avoir des échanges avec des étudiants ou des jeunes chercheurs qui sont intéressés par des questions d'accessibilité. Et effectivement, ce sont aussi des publics pour qui la construction des sens passe également par des signaux lumineux, des informations lumineuses, bien entendu en fonction de la situation. Mais donc, c'est effectivement important à ce niveau-là. Oui, il faut considérer que 40% de la population est handicapée. Si on considère les problèmes de vue, plein de gens ont des lunettes, avec l'âge, la vue baisse, et donc du coup, la lumière, le reflet sur les lunettes, tous ces éléments-là fait qu'on a une autre perception de l'espace. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, le public qui n'était pas habitué à porter des lunettes de captation était gêné au départ par le dispositif. Mais la lumière, en fait, l'espace environnant doit aussi prendre en compte ces contraintes-là pour tout public. Test depuis 2023, et c'est déjà beaucoup d'accueil, on se trouve un achat. Mais pour un musée, c'est très compliqué avec synthèse. Est-ce qu'il y a à la connaissance des études qui ont été faites sur la lumière? Est-ce que c'est pris en compte dans certaines études publiques? Oui, absolument. Merci de poser la question. Alors, oui, j'ai répété la question. Effectivement, il a été demandé si les musées, de manière générale, prennent en compte effectivement l'éclairage pour leur étude des publics, des expériences des visiteurs, et notamment la grande galerie du fait effectivement des résultats des enquêtes que j'ai pu co-réaliser. Donc, pour répondre effectivement sur la question, en ayant aussi, d'un point de vue professionnel, réalisé des enquêtes, travaillé dans des musées ou autres, la question de l'éclairage ressort encore une fois comme problématique. Souvent, on la pose dans des questions comme
Est-ce qu'il y a eu des éléments qui vous ont gêné durant la visite? Et là, la question de l'éclairage sort. Ce n'est pas forcément un élément donc, qui est valorisé, ce qui est, je pense aussi, c'est normal d'une certaine manière, puisque c'est peut-être un élément de niche, disons, qui est souvent considéré comme un co-dispositif, co-élément de l'exposition. Donc, ce serait peut-être effectivement plus intéressant aussi de s'y intéresser de manière globale à l'expérience des visites et peut-être de façon plus précise sur certains dispositifs. Et sinon, à la Grande Galerie, donc en ayant fait des études un petit peu d'archives ou des références bibliographiques, il était déjà sorti dans plusieurs enquêtes. Effectivement, l'expérience des visites, je crois que c'est Dégané, qui était la chercheuse qui avait effectivement, c'est des études qui datent des années 90, qui avait déjà considéré l'éclairage comme effectivement un élément qui était retenu par les visiteurs. Si je ne m'abuse pas, elle avait fait des enquêtes en thinking aloud, donc elle accompagnait le visiteur en lui demandant de verbaliser instant après instant ce qui s'est passé, et aussi en redemandant aux visiteurs beaucoup de mois après, en fait, qu'est-ce qu'ils avaient retenu de la lumière ressortait, la lumière tamisée ou autre. Sinon, je l'ai vu aussi dans des études, notamment qu'il y a eu au Quai Branly, l'étude par Octave de Barry et Émilie Hobson. Mélanie. Effectivement, qui en fait, ils ont observé que la lumière était un élément spontanément évoqué par les visiteurs, du fait, très probablement parce que c'est un environnement très particulier. Donc, pour peut-être donner un élément général des réponses à vos questions, non, à mon sens, ce n'est pas un élément qui est vraiment pris en compte par les musées, même si voilà, j'ai toute une série de références sur les sujets par certaines enquêtes auprès des visiteurs depuis déjà les années 20, les années 30, mais ça reste vraiment un élément de niche. Et il ressort quand il dérange l'expérience des visites. Et à mon sens, il serait intéressant, donc, peut-être de façon plus récurrente, réaliser des enquêtes sur l'expérience aussi positive du visiteur de façon générale, et d'autant plus quand il y a des expositions qui sont autant travaillées. Je ne sais pas si je répondis sur toi, Hervé, est-ce que tu as connaissance d'enquêtes qui ont été réalisées à la suite de l'essai sensoriel? Alors, sur le dessin sensoriel, oui, il y a des enquêtes qui sont réalisées par le muséum, qui sont des enquêtes dites de satisfaction, pour le coup, sur lequel il y a une diffusion qui est confidentielle dans le cadre de l'amélioration du projet et aussi par rapport à la connaissance de leur public, pour que le muséum puisse connaître un peu mieux le type de visiteur. Il s'avère que l'exposition de sensorielle draine un autre type de visiteur que le public qu'ils ont d'une manière un peu plus récurrente, puisque c'est une exposition qui se veut beaucoup plus large, et même les outils de diffusion, de communication de cette exposition ont été plus orientés vraiment grand public, plutôt que sur une presse un peu plus spécialisée ou des réseaux sur lesquels ils maîtrisent un peu plus leur sujet. C'est une exposition qui est, les visiteurs, par exemple, les visiteurs adultes sont amenés à l'exposition par les enfants. C'est plutôt les enfants, les réseaux sociaux qui font ramener ce public, ce nouveau public au muséum. Et justement, sur les questions de lumière, nous, ça nous a permis, nous, on l'a vu quand on a fait évoluer l'exposition en cours de route, parce qu'on avait les moyens de notre laboratoire, on avait encore la main sur notre exposition. Ce que nous, on ressentait, ce qu'on voyait dans l'espace, c'est vraiment ce qui est ressorti dans les enquêtes de satisfaction, notamment sur cette salle sur la savane, qui, du manque de lumière, crée des angoisses un peu particulières. Et justement, comme il était dit tout à l'heure, le fait que la zone était peu éclairée, elle n'intéressait pas, parce que du coup, notre champ visuel était
on est habitué d'être ce champ visuel un peu saturé, et que finalement, on ne faisait pas confiance aux autres sens. Voilà. Mais des musées font des enquêtes régulières, hein, et c'est vrai que la problématique de la lumière est toujours récurrente parce que, en fait, ce qu'on note, ce qui ressort de ces enquêtes-là, c'est au moment où on a une gêne. Sur un tableau, c'est « Ah, il y avait un reflet, je n'ai pas pu voir le tableau. Sur un cartel, je me suis penché, je n'ai pas pu lire le texte. » Et finalement, c'est ces petits moments de gêne qui ressortent vraiment au niveau du visiteur. Mais la lumière, c'est physique, comme je disais tout à l'heure. Il y a un cône de projection quand elle est extérieure, quand vous ne pouvez pas soit rétro-éclairer, soit la mettre dans votre vitrine, ou soit dans votre tableau. À un moment, le risque de la proximité, c'est d'être une gêne pour entrer dans un cône de projection. Oui, c'est récurrent sur toutes les expositions et c'est un vrai travail. Les espaces des fois d'exposition sont mal conçus pour justement la question de la lumière. Typiquement, vous allez au musée du Quai Branly, faire une exposition temporaire au musée du Quai Branly, il faut se lever tôt le matin et se coucher tard le soir pour pouvoir avoir un résultat qui soit satisfaisant en termes d'éclairage parce que vous avez des projecteurs qui sont soit à 10 mètres de haut, soit d'autres qui sont à 3 mètres. Et vous n'avez pas du tout le même résultat au final parce que ce n'est pas la même intensité, ce n'est pas les mêmes champs focaux, et c'est un vrai travail qui est vraiment compliqué. Voilà. C'est beaucoup plus facile dans la galerie d'exposition temporaire du Muséum d'histoire naturelle où on a un plafond, on a une boîte, c'est une salle qui est totalement noire et où on arrive à maîtriser l'intégralité du matériel. Il y a tout ce qui a été dit, je voulais savoir si vous envisagez par exemple de croiser ce fameux thinking art, donc la méthode du frame passé, au Remind et de pouvoir être en mesure de vraiment montrer si ça augmente la réception, si la lumière augmente, les dispositifs sensoriels de manière générale augmentent la production de sens, et si oui, en quoi? Est-ce que c'est quantifié? Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que la lumière ou que les dispositifs sensoriels les effets, ok, est-ce que ça augmente en situation muséale la production de sens et le regard sur l'œuvre? Oui, merci pour votre question. Alors, pour ce qui est du thinking aloud, c'est vrai que alors la question était est-ce que on pourrait coupler la méthode de Remind avec la méthode thinking aloud. Je vais venir sur deux mots des explications. Et si effectivement ces dispositifs d'éclairage peuvent véritablement augmenter la construction des sens, apporter un enrichissement du contenu de l'exposé sensoriel sur l'eau. Alors, pour ce qui est de la méthode Thinking Aloud, c'est une méthode donc, qui émerge surtout dans les années 90 et c'est une méthode qui concerne une visite qui est oralisée par le visiteur à la santé en accompagnement d'un chercheur. Ça veut dire donc que la santé, le visiteur va dire je suis assis sur une table, je regarde ma feuille et il va se réunir en permanence. Voilà, il pense à voix haute, donc il va exprimer tous ces éléments. Donc, c'est une méthode qu'effectivement nous avons exclue parce que, à notre sens, la méthode Remind, mais qui est basée sur un protocole qui hérite de Jacques Thoreau pour citer un chercheur qui s'est développé sur les enquêtes en autoconfrontation, mais aussi de manière plus générale les simulated recall, entretien simulated recall qui existe depuis les années 1960. En fait, ce sont des enquêtes qui, quant à elles, veulent enregistrer les traces sensorielles, enfin, la trace qui est vécue pour récréer le plus possible une visite naturelle. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est, on part du principe qu'un visiteur, lorsqu'il visite un espace de musée, il le visite en ayant l'ami, en ayant peut-être l'enfant, en ayant visité voilà, un médecin avant ou en allant à la boulangerie après. Donc, ou alors en ayant lu complètement, en ayant été déjà 3 fois dans l'exposition. Donc, chaque visiteur a son propre parcours, sa propre trajectoire. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa visite naturelle.
Donc, on veut s'extraire en tant que chercheur de son expérience à la santé pour le lui servir, ce qu'il a à vivre comme si c'était normal, même si on est effectivement conscient qu'au départ, il peut y avoir cette besoin de s'habituer à l'expérience. Et en fait, on veut enregistrer surtout le maximum de données possibles. Ces données passent par le champ de vision. L'idée donc, c'est finalement de reproduire le thinking aloud, mais après l'expérience des visites. Donc après l'expérience des visites, on va demander, donc on représente cette vidéo comme j'ai expliqué aux visiteurs et on l'enregistre d'ailleurs avec un logiciel de capture d'écran. Donc à la santé, on dit aux visiteurs, on commence un entretien en disant très bien, maintenant vous allez nous décrire, commenter, raconter votre expérience des visites. Donc moment par moment, le visiteur va verbaliser ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti. Donc ce qui est intéressant, c'est peut-être en plus que la méthode Thinking Aloud, c'est que là, on va se concentrer aussi sur ce qui peuvent être les émotions. Donc on va vraiment finalement augmenter l'expérience des visites à la santé. C'est-à-dire que, par exemple, dans le Thinking Aloud, le visiteur peut être en train de s'éveiller à son espace, à utiliser des mots, etc. Mais à cet instant-là, on va moins s'intéresser sur la définition du mot, par exemple. Alors que quand on est dans la méthode Remind, donc le visiteur va avoir son expérience naturelle, sans avoir à se préoccuper de définir à chaque instant ce qu'il est en train de penser. Et en fait, on va réussir aussi à interrompre la visite, donc on va interrompre la vidéo, et là on va s'arrêter et on va lui demander de raconter davantage ce qu'il était en train de penser à la santé. Alors, ce sont deux méthodes qui sont tout à fait... la méthode Thinking Aloud est une méthode tout à fait intéressante et importante. Et aujourd'hui, grâce à ce type de dispositif, comme les lunettes tracking, c'est finalement un dispositif comme peut-être demain il y en aura d'autres, mais c'est un dispositif qui nous permet finalement d'enrichir la quantité de données qui sont recueillies. Donc, c'est une méthode effectivement qualitative. Donc, est-ce que l'éclairage a augmenté la construction des sciences des visiteurs? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas, pour l'instant, je n'ai pas réalisé des enquêtes qui, dans un même environnement, on va avoir deux états, un état avec et un état sans. En même temps, un état sans lumière, un musée sans lumière, sauf si on souhaite vraiment pousser l'expérience, c'est pas tout à fait envisageable. Mais par rapport au muséum, par exemple, à la Grande Galerie, ça pourrait être intéressant de voir comment les mêmes artefacts, les mêmes objets sont approchés avec avant et après les quatre. C'est vrai que oui, vous avez tout à fait raison. Pour pouvoir peut-être évaluer si ça augmente ou pas. Tout à l'heure, il a souhaité que ça augmente, et puis on le prouver, mais je voulais savoir justement à partir de quelle catégorie, à partir de quel verbatim finalement, ou quel retour précis de catégorie. C'est-à-dire de catégorie. J'entends, j'imagine que vous analysez le discours du visiteur. Oui. Voilà. Ah, je ne vous ai pas expliqué comment on analyse. Donc, c'était pour savoir, parce qu'en gros, vous nous dites, voilà, ça augmente la réception, je pense. La lumière sert le propos. J'avais envie de connaître un petit peu plus en détail ce que ça sert exactement dans la visite, quoi. Oui. La construction sans justement quoi en particulier. Oui. Alors, et ça, je vous renvoie effectivement aux articles scientifiques que j'ai mis en référence tout à l'heure. Lorsqu'on analyse ces données, donc là, on rentre vraiment dans une technique, mais lorsqu'on analyse ces données, on le fait avec un logiciel qui s'appelle Adven. Adven va avoir la vidéo subjective de la perspective du visiteur avec le son enregistré de l'entretien arrêté à chaque moment en fonction vraiment de ce qui s'est passé durant l'entretien. Ce qui se passe, c'est qu'à côté, on va retranscrire instant par instant ce qui s'est passé et en même temps, on va créer des marquages de temps avec cette vidéo. Donc finalement, on aura, disons, une vidéo sous-titrée d'une certaine manière pour se retrouver en phase d'analyse, parce que ça, c'est vraiment uniquement le traitement de la donnée. Ensuite, Adven permet de baisser finalement ce texte et de sérialiser, c'est-à-dire d'aller choisir soit, je vais plutôt me répondre. Il y a 6 éléments qui sont pris en compte. Le représentamen, c'est-à-dire ceux sur lesquels le visiteur
c'est relié à la santé. Ça peut être l'éclairage, ça peut être une chaise, ça peut être un visiteur, voilà, le représentant amène. Les attentes, quelles sont les attentes que le visiteur a en lien avec cet éclairage. Ensuite, il y a le savoir mobilisé, c'est-à-dire quel est le savoir qui lui-même mobilise pour pouvoir comprendre quel est ce représentant amène, donc toujours en lien avec l'éclairage. Il y aura également l'interprétant, c'est-à-dire la connaissance construite à la santé par rapport à cet éclairage. Je l'oublie peut-être fait. Et enfin, il y a les valences émotionnelles, c'est-à-dire qu'on va s'éplacer, effectivement, on va essayer de faire verbaliser le visiteur pour qu'il puisse dire je me sentais bien, oui mais bien, qu'est-ce que ça veut dire sur cette échelle, quels sont les mots qu'on mettait derrière. Donc nous, dans cette enquête, on a spécifiquement étudié les représentants en lien avec l'éclairage. C'est-à-dire, soit des liens qui sont verbalisés par le visiteur à la santé en disant « je me relie parce que je vois la lumière », etc. Soit parce qu'on voit à la santé qu'il y a la lumière, je parle de la deuxième enquête, à la santé, le visiteur qui verbalise donc toute une série d'éléments sériques à un point qui était clair à la santé que nous on voit de par la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, à partir de là, effectivement, on va analyser et c'est en fait, c'est ce qu'on appelle l'activité activité signe du point de vue de Jacques Perrault, qui a été adapté au contexte muséal par David Schmitz. Donc, c'est un sens que l'utilise Verbatim. Et je vous renvoie également à ces articles parce qu'ils présentent les Verbatim précisément et les analyses, tous les éléments dont je vous ai parlé, les activités signes, etc. Merci. Désolée, c'est un peu long. Nous allons pouvoir clôturer cette rencontre et ce cycle. Voilà. Donc, un grand merci à nos invités de ce soir, Stéphanie Daniel, Hervé Boutet. Un grand merci aussi aux invités qui ont contribué et partagé leur expertise tout au long de ce cycle. Un grand merci à la Maison de la Recherche de nous avoir accueillis au long du cycle. Merci encore à tous les participants et participantes ici à la Maison de la Recherche et en ligne. Les enregistrements des 2 premières rencontres sont déjà en ligne. Celle-ci de ce soir sera bientôt. Je te laisse conclure. Oui, juste un dernier mot parce que effectivement, avec Anna, nous avons organisé ces 3 rencontres. D'abord sur l'écriture spatiale du musée des scènes d'exposition, en considérant l'architecture, en considérant la scénographie, en considérant les dispositifs sensoriels. Et donc, un grand merci vraiment à Anna pour cette co-direction, toute l'équipe de Métis, Marie, Audrey, là-bas qui est cofondatrice de l'association, à la Maison de la Recherche qui nous a accueillis, et aussi à nos intervenants, spécifiquement nos intervenants d'aujourd'hui, Hervé Boutet et Stéphanie Daniel, qui nous fait le plaisir d'être là même à distance. C'était vraiment excellent de vous avoir et c'était très enrichissant. Donc, on vous prépare des contenus pour nos réseaux sociaux, pour notre site et nos annales. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à continuer à suivre notre activité. Et encore un grand merci à vous tous qui nous suivez. Merci.